Cet épisode a bénéficié du soutien de Cambly. Un grand merci à eux. Laissez-moi en 2 secondes vous emmener à la surface d'un autre monde. Pour cela, on va devoir, à partir du présent, reculer de quelques 20 000 ans en arrière, tout en se prenant 10 degrés de moins dans les dents. Ce que vous venez de brièvement voir, c'est ce qui sépare le globe tel qu'il est aujourd'hui de ce qu'il était à la fin du dernier maximum glaciaire. À cette époque, le froid enserre de ses griffes une grande partie de la planète, et la température moyenne du globe est de 6 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Bien que cette différence de température soit beaucoup plus marquée dans certaines régions que d'autres. Il fait ainsi dans les Alpes en moyenne 10 à 12 degrés plus froid qu'actuellement. En Arctique, la température moyenne est même inférieure de 14 degrés. Et ce faisant, même si c'est la même planète, c'est aussi et définitivement un autre monde. Car en plus des calottes antarctiques et groenlandaises, qui se sont considérablement élargies et épaissies, il existe alors des étendues absolument colossales de glace qui recouvrent une grande partie des continents de l'hémisphère nord. Ces inland seas se sont formés par l'accumulation de neige, qui durant des millénaires se compacte et se tasse sous son propre poids, au point de se transformer en glace, en glacier de taille démesurée. Ainsi, l'inland seas Laurentide recouvre alors d'une épaisseur de glace de près de 4 km une grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Arctique jusqu'aux latitudes de New York. Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, la Phénoscandienne, épaisse elle par endroits de 3 km, étouffe le nord de l'Europe, des îles britanniques jusqu'au nord-ouest de la Sibérie, en descendant jusqu'au nord de l'Allemagne et de la Pologne actuelle. Ces 2 géants de glace ne sont pas simplement de vastes étendues perpétuellement recouvertes de neige à perte de vue, mais bien des régions presque entièrement noyées, sous plusieurs kilomètres d'une glace, qui flue et coule en épousant la forme des reliefs, et en redessinant sur son passage les paysages rencontrés, remplissant intégralement les vallées, et laissant seulement par endroits dépasser les plus hauts sommets montagneux. Ailleurs dans le monde, d'autres calottes de moindre importance ont également fait leur apparition. Islande, Pyrénées, Alpes, Carpates, Caucase, plateaux tibétains et Himalaya, tout comme la Tasmanie et le sud de la Nouvelle-Zélande, sont également écrasés par le poids des glaces. Alors qu'aujourd'hui les glaces permanentes ne recouvrent qu'à peine 3% de la surface de la planète entière, et un peu moins de 10% de la superficie des continents, il y a quelques 20 millénaires, ces proportions étaient près de 2,5 fois plus élevées. Il faisait alors si froid que même les sommets d'îles tels que la Crète ou la Corse ont eu à ces époques droit à leurs propres petits glaciers. En Amérique du Sud, l'immense majorité des Andes, du Pérou à la Patagonie, sont même recouvertes d'une couche de glace qui, en quelque sorte, se prolonge en direction du sud sur plusieurs milliers de kilomètres, jusqu'à faire jonction avec l'Antarctique. Car à cette époque, en hiver, des étendues absolument dantesques de banquises préhistoriques recouvrent les hautes latitudes. Si bien qu'il aurait été théoriquement possible de progresser à pied sur la surface gelée des océans pour se rendre de l'Irlande en Amérique du Nord, comme du sud de la Patagonie en Antarctique. Et ces océans à la surface solidifiée ne sont d'ailleurs pas seulement beaucoup plus froids, mais également beaucoup plus bas. Car les quelques 50 millions de kilomètres cubes d'eau qui, sur les continents, se retrouvent prisonniers sous forme de glace, ont été prélevés au cours du temps par l'évaporation des océans. Et ce faisant, partout à travers le monde, le niveau de ces derniers a baissé de 120 mètres, et les plateaux continentaux, comme les fonds marins peu profonds, sont en grande partie mis à nu. En Europe, il est littéralement possible de passer du nord du continent aux îles britanniques en marchant au fond de la mer désormais disparue. Plus à l'est, au niveau de ce qui est aujourd'hui le détroit de Bering, un immense pont de terre relie la Sibérie à l'Amérique. Plus au sud, la mer du Japon s'est-elle refermée, et l'archipel est alors directement connecté à la Corée, d'où il est possible par la mer Jaune asséchée d'aller en Chine à pied, tandis que l'île de Taïwan ne fait plus qu'un avec le continent. Ici, les fonds marins peu profonds qui séparent aujourd'hui le Sri Lanka du sous-continent indien ont émergé et ces derniers ont en surface comme fusionné. Là, il est littéralement possible de traverser sans se mouiller un golfe Persique qui s'est vidé. La pointe sud de la péninsule arabique s'est-elle soudée à la corne de l'Afrique, et la mer Rouge, momentanément morte, s'est transformée en lac salé. Tandis que plus au nord, la mer Noire s'est réduite comme peau de chagrin, étant à cette époque privée de son lien avec la Méditerranée. Une mer qui a elle aussi perdu de sa superbe, et au sein de laquelle, lors du dernier maximum glaciaire, l'est de l'Italie est relié aux Balkans,
et le sud de la Grèce à la Turquie, et inversement. En Amérique du Sud, la côte est de l'Argentine a gagné par endroits près de 200 km sur l'océan, ajoutant ainsi des centaines de milliers de kilomètres carrés de terre au continent. Plus au nord, les péninsules de Floride, comme celle du Yucatan, sont environ 2 fois plus vastes qu'elles ne le sont actuellement, tandis que les îles des Caraïbes, comme d'ailleurs, ont toutes gagné en taille, et qu'un grand nombre d'îles nouvelles sont même tout bonnement sorties de terre. Comme dans l'océan Indien, où le banc de Saya de Mala, qui est aujourd'hui un vaste ensemble de fonds marins recouverts de vestiges de récifs coralliens peu profonds, était alors, il y a seulement 20 000 ans, un large ensemble d'îles basses dépassant d'à peine quelques mètres de la surface, et recouvrant un territoire aussi étendu que ne l'est l'île de Cuba. Mais les régions les plus impactées par la baisse du niveau des océans sont très certainement celles de l'Océanie et de l'Asie du Sud-Est, dont les traits de côte, à cette époque, ont été si modifiés qu'on a jugé bon de leur donner de nouveaux noms. Au niveau de l'Océanie, les 2 grandes îles de la Nouvelle-Zélande ne font plus qu'une, et l'Australie se retrouve directement connectée au sud à la Tasmanie et au nord à la Nouvelle-Guinée, qui ensemble ne forment qu'une unique et continue masse terrestre, rebaptisée pour l'occasion Saoul. Plus au nord, l'on peut littéralement se rendre à pied, de l'Asie du Sud-Est aux îles de Bornéo, Java, Sumatra, et même peut-être jusqu'aux Philippines. Ce vaste ensemble, constitué pour près de moitié de terres gagnées sur les mers, a été baptisé Sundaland. On y retrouve la plus grande forêt tropicale humide du monde à l'époque, ainsi qu'au centre, un couloir de savane épargné par les pluies de mousson, et par lequel on pense que sont passés les premiers sapiens à avoir rejoint l'Océanie. Tout comme le Saoul, qui bien que bordé de forêts sur ses pourtours, n'est alors à l'intérieur qu'un immense désert pour moitié recouvert de dunes de sable mouvantes. Sundaland n'est par endroits pas épargné par l'aridité marquée. Il faut dire que de façon générale, lors des dernières grandes glaciations, la sécheresse sévissait un peu partout à l'intérieur des terres. D'une part, la présence des Inland 6 a fait autant chuter le thermomètre que les taux d'évaporation, comme d'humidité dans l'air aux hautes latitudes. Et puis, avec le recul de la mer, la distance entre le rivage et l'intérieur des terres a fortement augmenté. À certains endroits, ce sont des dizaines, parfois des centaines de kilomètres de terre ferme supplémentaires qui séparent les océans du centre des continents. Et là où l'humidité peine désormais à pénétrer, les pluies se font de plus en plus rares, voire exceptionnelles. Et c'est dans ces circonstances d'expansion de la toundra et des déserts chauds et froids qu'au dernier maximum glaciaire, l'ouest de l'Europe se retrouve fréquemment balayé par de gigantesques tempêtes de sable et de poussière. En fait, si le ciel de cette époque était souvent chargé de terre, c'est que l'extrême aridité et le faible couvert végétal constituaient pour les vents puissants sévissant en Europe occidentale un terrain de jeu idéal pour arracher au sol la matière première servant à former d'immenses tempêtes de poussière préhistoriques. Songez qu'au vu de l'épaisseur ahurissante atteinte par certains dépôts de sédiments déposés par les vents durant ces périodes, on pense que ces tempêtes de poussière pouvaient dépasser en ampleur les plus puissantes que l'on peut aujourd'hui observer sur Terre. Ces tempêtes d'un autre temps pouvaient se déchaîner pendant des journées entières en balayant de leur toute puissance un territoire qui pendant plus de 100 000 ans est resté, et de très loin, le plus grand biome de notre planète, à savoir la steppe à mammouth. Une vaste étendue dépourvue de forêts, dont le sol reste gelé même en été, et qui s'étalait depuis l'ouest de l'Europe jusqu'aux confins de la Sibérie orientale et de la Chine. On est tenté de se représenter la végétation de cette steppe froide, sèche et balayée par les vents, comme ressemblant à peu de choses près à l'actuelle toundra sibérienne, c'est-à-dire à des environnements souvent marécageux, à peine plus accueillants qu'un désert gelé et recouvert de mousse. Sauf qu'en réalité, ces espaces dans lesquels vous auriez pu marcher en ligne droite sur des milliers de kilomètres sans jamais croiser un seul arbre digne de ce nom, étaient étonnamment fertiles. Sur ces paysages s'étalaient à perte de vue des océans d'herbes et de graminées, arpentés par un grand nombre de ruminants, parfois suivis de près par leurs prédateurs. Et puis, même si la biomasse animale et la productivité végétale de la steppe à mammouth étaient de l'ordre de celle de la savane africaine d'aujourd'hui, n'allez pas pour autant vous imaginer un paradis. Car dans ces régions, au plus fort des saisons froides et sèches, lorsque la nourriture venait à manquer, ou à devenir pratiquement inaccessible par le fin duvet de neige persistant,
Les herbivores, par souci d'économie d'énergie, et pour tenir le coup jusqu'au retour des temps plus cléments, ralentissaient leur croissance. On a ainsi retrouvé imprimé sur les dents et les os des animaux évoluant dans ces étendues de steppe visuellement infinies le tempo des saisonnalités, le compte des hivers endurés. Beaucoup de ces animaux, nos ancêtres les ont côtoyés, chassés, peut-être vénérés, en ont peint les ombres sur les parois de grottes ornées. Car ces grandes glaciations et leur climat par endroits terribles, nos ancêtres aussi les ont vécus. Elles les ont forcés à s'adapter, parfois à rebrousser chemin et à migrer. Au cours du dernier maximum glaciaire, face à l'avancée des glaces, la grande majorité des groupes d'Homo sapiens vivant alors en Europe occidentale sont ainsi obligés de reculer, d'aller chercher des terrains de jeu et de vie plus au sud. On estime alors qu'en quelques siècles tout au plus, près de la moitié des territoires du continent européen vont être abandonnés par les humains. Ailleurs, en Afrique du Nord comme du Sud, face à l'avancée des déserts, Sapiens se voit contraint de ne pratiquement plus habiter que les zones côtières. Car cette désertification se joue à l'échelle de la planète entière. Sur les pourtours de la steppe à mammouth, un déluge d'aridité a donné naissance, à l'intérieur du continent asiatique, comme dans la partie orientale de la Sibérie et en Alaska, à d'immenses déserts froids où les chutes de neige sont pratiquement inexistantes. Raison pour laquelle ces régions, bien que terriblement froides et inhospitalières, sont restées dépourvues de glaciers. Ici, les puissants vents chassent et repoussent l'air humide qui, provenant de l'océan, tente de pénétrer à l'intérieur des continents. En quittant les hautes latitudes, ce désert polaire laisse la place à un climat d'une aridité plus tempérée, qui s'étale sur des milliers de kilomètres à travers la Mongolie, l'ouest de la Chine, le plateau tibétain et le Kazakhstan. Plus au sud, les grands déserts chauds d'aujourd'hui, le Sahara, comme les déserts du Namib et du Kalahari, qui continuent d'être eux burinés par le soleil, se sont tous étendus. Et au Sahel, les précipitations sont 10 fois plus rares qu'elles ne le sont aujourd'hui. Tandis qu'en Amérique du Sud, là où avec le retrait de la mer, les nuages ne pénètrent plus que très rarement à l'intérieur des terres, la totalité de l'Argentine, de l'Uruguay comme du Paraguay ont été transformés en une sorte de patchwork de désert total, où l'on retrouve en fonction des températures et des régimes des vents, d'immenses steppes asséchées, des déserts tempérés semi-arides, comme au nord, plus tropicales. Ainsi, sur l'ensemble de la planète, les forêts se font de plus en plus rares. Car avec la progression des calottes glaciaires et de l'aridité, beaucoup ont littéralement abdiqué. Dans l'hémisphère nord, la limite de croissance des arbres est en latitude, 20 degrés plus au sud qu'elle ne l'est aujourd'hui, si bien qu'en Europe, toutes les forêts ont été repoussées sur les pourtours de la Méditerranée. Et les deux plus grandes régions aujourd'hui couvertes de forêts tropicales humides ne sont pas non plus épargnées. Car bien qu'au niveau de l'équateur, les températures soient restées relativement inchangées, les régimes des pluies, eux, ont été profondément bousculés, si bien que la forêt amazonienne a grandement reculé. Bien plus sèche et clairsemée qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle est alors éclatée en deux blocs, séparés par de vastes savanes et plaines herbeuses, qui recouvrent une grande partie de l'est du continent. Continent où l'on retrouve même plus au sud, une forêt tempérée de feuillus, à peu de choses près semblables à celle qui aujourd'hui s'épanouit sous les climats de l'est de l'Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique équatoriale, la forêt tropicale n'est alors que l'ombre de ce qu'elle deviendra, réduite à quelques îlots de plus grande humidité, perdus au milieu d'un immense écosystème de savane. Malgré tout, et même si l'ambiance est largement à l'assèchement, quelques régions sont épargnées par ce déficit généralisé en pluie. Ainsi, l'Ouest américain, connu pour ses grandes étendues désertiques, est alors bien plus humide et arrosé qu'il ne l'est aujourd'hui. Car la présence de l'imposante Inland Sea Laurentide dévie vers le sud le courant jet stream, qui arrose alors abondamment des pluies qu'il charrie, les grandes plaines américaines de cette époque, où se sont formés des lacs immenses. Tels que le lac Bonneville, qui s'étendait sur une superficie aussi vaste que ne l'est le Costa Rica, et dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un vestige 12 fois plus petit, le Grand Lac Salé. Quant au lac de la Hawthorne, il va lui, avec le recul de la calotte nord-américaine, voir sa surface diminuer d'un facteur 50 en quelques millénaires. Mais aussi vastes qu'ils soient, ces grands lacs de l'Ouest américain, qui sont à l'époque des centaines, ne sont rien si on les compare à ceux qui, momentanément,
vont, au cours de la dernière grande glaciation, faire leur apparition dans le nord de la Sibérie, après que la calotte glaciaire ne soit venue de sa présence, empêcher les fleuves sibériens Ob et Yenisei d'aller se jeter dans l'océan Arctique. Dans cette région, et à plusieurs reprises, le mur de glace de l'Inland 6, en progressant vers le sud, va faire barrage aux eaux de pluie et de fonte provenant d'Asie centrale, et ainsi engendrer la formation d'un gigantesque système de lacs, qui à son maximum, pouvait atteindre des superficies de l'ordre de 2 fois celles de la mer Caspienne d'aujourd'hui. On pense même que ce système a exceptionnellement pu déborder, en drainant une grande partie de ses eaux sur plusieurs milliers de kilomètres en direction du sud jusqu'à la mer d'Aral et de Caspienne, dont les étendues fluctuaient alors fortement au gré des saisons et de l'apport en eau de fond provenant des reliefs alentours. Et l'arrivée soudaine de ces eaux provenant du nord de la Sibérie aurait même pu faire déborder la Caspienne, dont le trop-plein, en suivant la dépression dite de Koumamanitch, aurait fini sa course dans la mer Noire, qui, alors privé de tout lien avec la Méditerranée, était le plus grand lac d'eau douce de toute la planète. Au cours des 2,6 derniers millions d'années, environ 75% du temps, notre planète était dans les grandes lignes, en proie à ces types de paysages parfois surréalistes que nous avons lentement survolés, alternant des phases de grand froid pouvant durer de 40 000 à 100 000 ans, et des périodes interglaciaires de redoux, au climat plus clément, et aux températures moyennes de l'ordre de celles qui règnent actuellement. Puis il y a de cela une quinzaine de millénaires, et après avoir passé près de 110 000 ans dans les glaces, le monde commençant à se réchauffer s'est mis à fondre. C'est le début de la grande débâcle. D'anciennes mers vont mourir et de nouvelles vont naître. Des lacs géants contenant plus d'eau que l'ensemble de ceux actuellement présents sur Terre vont apparaître. De plus petits vont s'assécher, d'autres se remplir, s'évaporer, et d'immenses portions du globe lentement commencer à se soulever. Chacun de ces phénomènes méritant à lui seul un épisode à part entière, nous en parlerons une prochaine fois. Le truc à retenir ici, c'est qu'en quelques 8000 ans, le thermomètre va gagner, selon les régions, de 5 à 10 degrés. Et le niveau des mers, avec la fonte des Inland 6 nord-américaines et eurasiennes, monter de 120 mètres. Avec la disparition d'une grande partie des couvertures de glace, les cartes de la distribution des écosystèmes, des paysages et des climats sont rebattues. Pour les hommes qui chassaient les animaux vivant dans la steppe à mammouth, celle-ci devait sembler éternelle, mais dans la nature absolument rien ne l'est. Et cette dernière a été recouverte de graminées, transformée en boue par le redoux, les eaux de fonte et les pluies plus abondantes, jusqu'à être entièrement reprise par les forêts. Et ce biome, qui pendant des centaines de milliers d'années était le plus vaste que l'on puisse trouver sur la terre ferme, n'existe plus aujourd'hui que sur les hauts plateaux de la chaîne de l'Altaï. Ceux parmi ses habitants qui n'ont pas su migrer ou s'adapter ont disparu. Cette petite apocalypse, pour les paysages comme les vivants, sera bientôt synonyme de nouveaux mondes possibles, de régions différentes à habiter. Dans le sillage de la disparition de l'immense steppe à mammouth, comme de bon nombre d'autres régions du monde, des écosystèmes radicalement différents vont s'empresser de venir combler les vides. Là, dans la taïga, ce seront des forêts de conifères. Ici, dans la toundra, des étendues de mousse et de tourbières. Ce qui sépare le monde d'aujourd'hui des paysages déroutants que nous avons visités, c'est l'équivalent d'un battement de cils à l'échelle des temps géologiques, et une différence d'à peine 4 à 5 degrés de température globale en moyenne. Parfois, la frontière entre la mort d'un monde et la naissance d'un autre n'est pas bien épaisse. Quelques degrés de hausse ou de baisse, ce n'est pas seulement un pull en plus ou en moins, c'est aussi ce qui sépare la possibilité d'un désert, comme d'une steppe à mammouth, de celle d'une forêt. Dans un épisode à venir, on tâchera de se représenter l'ampleur d'un chamboulement du même ordre, cette fois-ci réalisé en l'espace de quelques siècles. Si vous avez aimé vous promener dans les paysages du passé, alors la playlist que je vous colle par là et au-dessus est faite pour vous. Vous y verrez disparaître la mer Méditerranée, y survolerez les continents engloutis au fond des océans et plongerez dans le souvenir d'une époque reculée où notre monde était une immense boule de neige. Et après cet épisode rafraîchissant, je vous propose de briser la glace en mettant un peu de chaleur humaine et de langue étrangère dans vos vies, grâce à notre partenaire du jour,
Cambly. Si comme moi votre anglais est approximatif ou ugly, alors Cambly est la plateforme qui est faite pour vous. Sur Cambly, vous êtes mis en relation avec des professionnels de toutes les régions du monde, et dont l'anglais est la langue maternelle. Pour ma part, j'ai eu la chance d'échanger longuement avec Dee, tutrice qui nous vient du Royaume-Uni, et dont le background en ingénierie m'aide à peaufiner, avec beaucoup de patience et de talent, ma compréhension du vocabulaire associé à tout ce qui touche de près ou de loin à l'exploration spatiale. Et ce, toujours avec beaucoup de talent et de bienveillance. Bref, Cambly, c'est vraiment super bien pensé. Vous y apprenez au rythme que vous souhaitez, sous forme d'échanges en visio particuliers, ou en groupe si vous préférez. Que vous partiez presque de zéro, soyez débutant comme moi ou confirmé, vous y trouverez toujours un tuteur pour vous améliorer et vous accompagner. Et ce, quel que soit votre objectif. Et ça, c'est vraiment l'une des grandes forces de cette plateforme. Vous pouvez l'utiliser en vue de préparer, pratiquement tout et n'importe quoi qui nécessite la maîtrise de la langue de Shakespeare. Que ce soit pour un projet professionnel, aider à préparer un entretien d'embauche, à vous améliorer dans une matière spécifique, pour parler sciences dures et maîtriser les vocabulaires associés, ou simplement pour développer un anglais pratico-pratique pour les voyages, afin d'aller le cœur léger, goûter l'air de l'autre bout du monde, ou celui de nos voisins anglais ou irlandais, à chaque fois, vous trouverez sur Cambly un interlocuteur talentueux pour vous apprendre à maîtriser les skills que vous voulez développer. En plus, c'est on ne peut plus flexible. Vu que les pays anglophones recouvrent une bonne grosse palette de fuseaux horaires, c'est extrêmement facile de trouver des tuteurs à toute heure. Bref, pratique, interactif et personnalisé. Avec Cambly, you will not be disappointed. Avec le lien que je vous ai mis en description, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous pouvez profiter de 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, valable sur les cours particuliers comme sur les cours en groupe. Et pour tester leur plateforme, vous pouvez bénéficier d'un cours d'essai d'une demi-heure pour seulement 1 €. Once again, the link is in the description. See you next week.